Que s'est-il passé le 9 janvier 2013? On va dire qu'il s'est passé une fois de plus en France un assassinat politique. On a eu beaucoup d'assassinats politiques dans ce pays. On a eu évidemment Ben Barka, dont le procès n'est pas terminé, je vous rappelle, l'affaire est encore en cours. On en a eu à l'appel, si j'ose dire, des opposants de tous les coins du monde. Curiel, en 1978, des dirigeants palestiniens, des dirigeants syriens de l'opposition. Enfin, on a eu tous les assassinats possibles et imaginables en France, avec, il faut le dire, parce que ici cette affaire est différente, toujours la même issue, non-lieu, parce qu'on n'est pas capable d'identifier l'État assassin. Tout le monde comprend qui est l'État assassin quand il y a des assassinats de ce type-là, mais personne au niveau du pouvoir politique et judiciaire, les deux de ce point de vue-là marchent la main dans ce genre d'affaires jusqu'à ce dossier, personne ne veut identifier l'État assassin. Et donc dès lors que l'État assassin n'est pas identifié, des recherches ne sont pas effectuées, des investigations ne sont pas faites dans le sens des auteurs probables de l'assassinat. Voilà. Donc au mois de janvier 2013, on a un autre assassinat politique. 3 assassinats politiques pour être exact, puisque ce sont 3 femmes kurdes représentant différentes générations de la question kurde qui se font assassiner par un agent infiltré. Alors je saute un peu les étapes parce qu'on n'a pas su ça tout de suite, mais très vite, on a compris que le dernier qui les avait vues vivantes était le dénommé Omar Gunay, qui était un peu le chauffeur en tout cas, l'une d'entre elles, la plus connue, qui était l'une des femmes qui avait fondé le PKK. Et lui était donc la dernière personne qui les avait vues vivantes. Ça se passe au rue Lafayette, au 147, qui était une espèce de centre de propagande pour les médias, pour les relations, pour le groupe de pression que pouvaient faire notamment les Kurdes dans ce pays. Tout ça pour rendre la question kurde un peu plus proche des préoccupations des gens, et en tout cas pour faire comprendre cette question kurde face à une propagande d'État turc dont on connaît l'efficacité et qui présente tout ça comme du terrorisme et chaque action comme des assassinats ignobles et dépourvus de toute justification. Alors on est dans une confrontation politique grave qui prend parfois des formes de guerre civile. On l'a vu après d'ailleurs, plus tard, on l'a vu avant. On calcule quand même qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont succombé à cette période de confrontation entre l'État et les Kurdes. Et Istanbul, il faut le savoir, c'est la plus grande ville kurde maintenant, à force de destruction des villages et des petites villes moyennes du Kurdistan turc. Euh, les gens se sont déplacés et Istanbul est une des plus grandes villes kurdes du monde. Donc il faut comprendre ça. Donc il y a des quartiers comme il y a Istanbul, mais il y a des quartiers totalement kurdes. Donc on est en janvier 2013 et l'assassinat politique est commis par Gunay. On va dire qu'il est présumé coupable puisque finalement la cour d'assises n'a pas statué sur son cas. Alors justement, que dit la première instruction? Quelles sont ses conclusions? Alors, ici, je crois qu'il faut rendre un hommage appuyé à la presse turque. Au fur et à mesure que se déroulait l'instruction, qui était dirigée par Madame Duyé et 2 autres magistrats instructeurs d'ailleurs de l'antiterrorisme, au fur et à mesure que se déroulait l'instruction, on a eu, par la presse turque, ce qui explique peut-être la rage d'Erdogan à son endroit, des révélations incroyables.
tout à coup, on a eu, par exemple, quelques mois après les assassinats, on a eu sur YouTube un audio, sans photo, sans rien, de Gunet parlant avec des responsables manifestement du MIT, du Le service mythe. secret, Hmm. service secret turc, disant mais comment tu vas faire? Comment est-ce que tu vas, on ne dit pas les noms, mais comment est-ce que tu vas procéder? Est-ce que tu auras une moto? Est-ce que tu auras un parking à portée de la main pour mettre la moto dans le parking et partir très rapidement après? Et on a, se dessine dans cette discussion l'une des possibilités d'assassinat des cadres kurdes. Ce n'est pas celle-là qui va d'ailleurs être réalisée, elle prendra d'autres formes, mais on a tout ça. Et puis on va avoir d'autres éléments qui sont sidérants. Gunet disait qu'il n'allait jamais en Turquie. Il présentait ses parents comme des réfugiés politiques turcs. Ils étaient furieux d'ailleurs. Hein. Ils se sont ouverts au service de police. Nous ne sommes absolument pas des réfugiés politiques turcs. Nous n'avons rien à voir avec les Kurdes. Enfin, bon. Mais il est présenté comme ça. Et c'est ainsi qu'il s'est rapproché des éléments kurdes de sa banlieue, Abidjan-el-Bel. Et c'est ainsi qu'il a pris des responsabilités. Au début, il venait, puis après, il se rendait indispensable avec la voiture, avec sa capacité à parler le français, et il aidait beaucoup les gens. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu indispensable au point d'en arriver à être le chauffeur d'une des dirigeantes qui a été assassinée et qui est l'une des fondatrices du PKK. Donc, c'est ça le processus. Et ça a tous les aspects d'une infiltration. Mais au début, on ne savait pas le détail. Le détail, c'est arrivé petit à petit. On a eu, toujours à travers la presse turque, mais c'est sidérant, la copie d'un ordre de mission signé des dirigeants du MIT, d'un certain nombre de dirigeants du MIT expressément nommés, donnant des instructions à Gunet, plus de l'argent, pour passer à l'acte, en spécifiant qu'à telle date, telle personne serait à Paris, telle autre serait à Paris, et qu'il devait à ce moment-là passer à l'acte. Et donc tous ces éléments sont venus enrichir le dossier français. Alors là-dessus, il faut quand même dire que les services de police français, en particulier la SDAT, ont épousé la thèse qui s'est répandue à ce moment-là, selon laquelle c'était un règlement de compte interne, selon laquelle c'était des histoires personnelles, affectives, sexuelles, enfin on ne sait pas très bien, et qui a fait florès juste après les assassinats. On a répété ça jusqu'à la nausée, hein, il faut le dire. Et puis, petit à petit, avec ces éléments qui sont venus dans le dossier par la presse turque, les services ont changé de position. Quand je dis les services, ce n'est pas tous les services, parce que je pense que la SDAT n'a pas changé de position, elle est radicalement idéologiquement très anti-kurde à cette époque-là, et je ne pense pas qu'elle ait beaucoup changé. On rappelle ce que c'est la SDAT? Oui, c'est le service antiterroriste. Hein, c'est le service de police centrale antiterroriste. Mais par contre, la brigade criminelle a fait un travail extraordinaire. Alors, la brigade criminelle intervient sur des attentats sur des assassinats ou des attentats qui ont lieu à Paris uniquement. C'est la brigade criminelle de la police parisienne. Et ils ont fait un travail tout à fait extraordinaire et complètement contraire à ce que la SDAT avait fait. Alors, ils ont par exemple découvert dans la voiture avec laquelle Gunet est venu pour son audition lorsqu'il a été convoqué, ils ont découvert des choses, ils ont découvert son passeport que personne ne connaissait, qui était un passeport spécial, réservé généralement aux gens qui sont proches des services, pour ne pas dire plus. Après, ils ont continué et ils ont commencé à travailler de manière, je dirais, totalement ouverte. Je veux dire par là, sans préjugés, contrairement à la SDAT. Et on a un dossier qui, petit à petit, en droit policier français,
est devenu un vrai dossier criminel bien fait, avec beaucoup d'enquêtes sur le lieu de l'attentat, sur d'investigation sur la manière de procéder. De toute manière, enfin, je veux dire, moi, personnellement, j'avais rencontré des élus kurdes à la fin du mois de janvier, euh, et je leur avais dit, il n'y a qu'un seul tueur, ne cherchez pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà un bon rapport de balistique qui montrait qu'une seule arme avait tiré, qu'en plus c'était une arme de petit calibre. Alors on n'est pas dans les films américains là. Hein. Les vrais assassinats politiques se font avec des petits calibres. Ça fait moins de bruit et c'est plus pertinent, si j'ose dire. Et donc chaque femme présente, elles étaient 3, ont pris 3 balles dans la tête. Donc là, on a un assassinat, pas une balle perdue, pas une balle qui va dans le bras. 3 femmes assassinées avec 3 balles dans la tête, avec une exception qui était une signature aussi, d'ailleurs, de mon point de vue, mais là, c'était une hypothèse. Fidan a pris une 4e balle dans la bouche, celle qui parle, et on la tue comme ça. Ça, c'est des règles mafieuses classiques, mais qu'on retrouve dans les services. Parce que Fidan Dogan était la porte-parole, en quelque sorte, des Kurdes en France Elle, et en Europe, elle au niveau était la européen. porte-parole. Je vous rappelle que, contrairement à certains responsables politiques français, le président du Parlement européen a fait une minute de silence pour Fidan Dogan. Parce que Fidan Dogan était tout le temps au Parlement européen, y intervenait régulièrement, avait des relations extrêmement approfondies avec l'ensemble des élus. Et l'un des derniers coups de téléphone, parce qu'on a remonté les coups de téléphone qui étaient parvenus au local avant la tuerie, comme ça on a pu dater très précisément, horodater si j'ose dire, la tuerie, c'était un parlementaire français, sénateur je crois, du PS il me semble, qui lui téléphonait, on ne sait pas pourquoi, mais enfin, je veux dire, c'était ses rapports. Elle était quelqu'un qui bénéficiait d'une capacité à intervenir dans tous les milieux politiques, au point que François Hollande, je crois, François dit Hollande, lui-même qu'il la connaissait. juste avant de se faire rappeler à l'ordre violemment par les Turcs, qui ont dit comment ça, avait dit mais c'est quelqu'un que je connaissais, puisqu'en effet elle suivait tous les congrès du Parti socialiste et tous les congrès de toutes les organisations, d'ailleurs du Parti communiste aussi, toutes les organisations de gauche. Donc c'était quelqu'un qui avait une vraie capacité à tisser des liens, à rendre la question kurde accessible. Elle était tout à fait remarquable, et ce n'est pas un choix aberrant pour les services secrets d'un pays assassin de procéder justement à son assassinat. Alors, la première instruction, à quelle conclusion arrive le parquet? Que dit le parquet dans ses conclusions concernant les services secrets turcs? Je crois que le mieux, c'est de lire les pages du réquisitoire définitif du mois de juillet 2015, donc une instruction assez rapide, 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est, je trouve, peut-être le seul, mais peut-être je me trompe, l'un des rares exemples d'assassinat politique en France, commis en France, sur ces 50 dernières années, qui ont amené les juges et donc le parquet à trancher en disant l'État assassin, c'est la Turquie. Alors c'est pas dit comme ça, c'est ma façon de dire les choses. Ces crimes ont été commis au préjudice de 3 femmes membres du PKK, dont l'une, Sakine Kanzis, apparaissait comme une figure symbolique du mouvement. Dans ces conditions, il apparaît qu'Omar Gunay, donc l'accusé,
visait spécifiquement à la déstabilisation de cette organisation et d'une façon plus générale, ses sympathies au sein de la communauté kurde. Un tel acte, perpétré dans un contexte de négociation entre le PKK et le gouvernement turc, est de nature à troubler l'ordre public. De nombreux éléments de la procédure permettent de suspecter l'implication du mythe, service secret turc, dans l'instigation et la préparation de ces assassinats. Je veux dire, on n'a jamais vu dans un réquisitoire sur les assassinats dont malheureusement j'ai eu à m'occuper, on n'a jamais vu quelque chose d'aussi tranchant. Et ça, c'est le parquet. C'est le parquet. Donc nous avons eu, du point de vue du parquet et de notre point de vue à nous, une analyse que confirmait l'instruction, que confirmait l'ensemble des documents produits par la presse turque et qui ont été des avancées fantastiques dans l'instruction et qui ont permis ainsi d'arriver à la conclusion que l'implication du mythe était évidente. Alors, on arrive, c'est historique, hein, une conclusion très tranchée, comme vous dites, et pourtant, il n'y a pas eu de procès. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'extinction de l'action publique dans notre jargon. C'est-à-dire que l'assassin présumé est mort avant le procès. Le procès devait avoir lieu en janvier 2017, en décembre 2010, en décembre 2016 et janvier 2017, et il est mort. Il est mort. Peu de temps avant l'ouverture du Peu procès. de temps avant l'ouverture du procès, mais nous, on a immédiatement saisi le président de la cour d'assises d'une question qui nous turlupinait. Alors, là, je vais essayer d'expliquer les choses un peu simplement. Quand on a un assassinat ou même une quelconque infraction grave, le parquet ouvre une information. Quand il a le nom d'un suspect qui est vraiment quelqu'un qui sera accusé, il donne le nom du suspect. En l'occurrence, l'information a été ouverte contre Gunet. Mais dans ces affaires complexes, on vise toutes les autres personnes qui peuvent y avoir participé. Et là, on vise X, comme on ne sait pas encore le nom des gens qui ont pu y participer. Et donc, ce que nous avons demandé au président de la cour d'assises, c'est de nous donner acte de ce que, certes, l'assassin présumé était décédé, mais X n'avait pas été identifié. X, c'est peut-être tous les complices, tous les co-auteurs, etc. Et dans une affaire de cette nature, où la conclusion du parquet était que justement le mythe avait joué un rôle en envoyant quelqu'un pour l'infiltrer, je fais une parenthèse, mais juste avant l'assassinat, de nuit, Gunet est allé dans le local de l'association de Villiers-le-Bel et il a photographié toutes les cartes d'adhésion des membres. 400 cartes ont été photographiées. On a retrouvé dans son portable les photographies de ces 400 cartes. Elles ne sont pas perdues pour tout le monde. Hein, ne sont pas d'illusions. Donc, le procès s'est arrêté là, s'agissant de Gunet. Mais nous avons dit, attendez, X n'a pas été identifié. Et alors, à ce moment-là, nous avons prévu de déposer une plainte. Mais il a fallu que nous fassions des recherches plus approfondies. Et là, on s'est aperçu que les services secrets turcs, le MIT en l'occurrence, étaient extrêmement actifs dans toute l'Europe. On a eu une affaire en Allemagne, où des Turcs kurdes, ou des Turcs de l'opposition aussi, puisqu'on était déjà à l'époque dans la phase postérieure au coup d'État, allégués et réprimés. Par contre, ça c'est pas une allégation. On a trouvé des décisions en Allemagne de juridiction condamnant des gens qui se renseignaient sur les Kurdes et sur les Turcs d'opposition.
Après, on a eu la même chose en Belgique. Et la Belgique a d'ailleurs demandé l'aide de la France. Alors en Belgique, il faut savoir que il y a un groupe de responsables kurdes historiques qui s'est installé en Belgique, à Bruxelles en l'occurrence, parce que au pire moment de cette espèce de guerre civile interminable, euh, les Kurdes ont estimé devoir mettre en place un parlement en exil. Et donc, il y a beaucoup de Kurdes de niveau, de responsables, d'historiques, qui sont installés à Bruxelles. Et on s'est aperçu que un certain nombre de personnes tournaient autour des locaux kurdes à Bruxelles. Les voitures passaient, repassaient, les mêmes. Les Kurdes les ont identifiés, ont saisi la police belge, et la police belge a fait quelque chose d'intelligent. Au lieu de les contrôler juste tout près du local, ils les ont suivis et ils les ont contrôlés bien au-delà du local, dans des conditions telles qu'ils pouvaient ne pas suspecter qu'il y avait un rapport entre leurs activités et le contrôle. Et pour justifier leur identité, eh ben, plusieurs d'entre eux ont sorti des cartes de la police turque. Le problème, c'est que la voiture qu'ils conduisaient était immatriculée en France. Et donc, du coup, la police belge a saisi le parquet, qui a ouvert une information en Belgique, etc. Je vous passe tous les détails. Et le juge belge a demandé l'aide de la France et a demandé des vérifications sur la voiture en question, qui était, je crois, de Reims, peu importe, dans l'Est. Et là encore, nous avons eu, outre l'Allemagne, un nid d'espions, qui d'ailleurs, je saute quelques années, qui d'ailleurs n'est pas détruit. Parce que j'ai reçu récemment du Parlement européen, il y a quelques mois, on a transmis ça au juge d'instruction, qui choisit maintenant la nouvelle procédure, on a reçu un communiqué indiquant que des élus autrichiens étaient eux-mêmes sous surveillance des Turcs, parce qu'ils prenaient des positions pro-kurdes. Donc, je veux dire, on est dans un système qui ne s'est pas arrêté avec l'assassinat des 3 femmes, qui ne s'est pas arrêté avec les décisions prises en Allemagne, ni avec les décisions prises en Belgique, où ils ont incontestablement poussé les recherches assez loin. Et puis, tout ça a mis du temps à se mettre en place. Et nous, notre plainte, elle est fondée sur tous ces éléments. Mais pas uniquement. Parce qu'il y a eu aussi une arrestation de hauts dirigeants du MIT en Irak, par les Kurdes. Alors c'est une longue histoire, ça date d'octobre 2019, je crois. C'est une longue histoire, mais très rapidement, je peux dire en 2 mots. Visiblement, les Kurdes ont un infiltré dans les services turcs, ce qui est assez impressionnant quand même. Et il a fait croire au mythe qu'un responsable militaire de premier plan kurde devait venir se faire opérer en Turquie. Mais il leur a fait comprendre qu'il fallait l'intercepter en Irak pour ne pas avoir de problème. D'ordre diplomatique, etc. Et donc, le mythe a envoyé 2 de ses dirigeants de haut niveau. Et en fait, c'est l'arroseur arrosé, ils sont arrivés pour arrêter quelqu'un et se sont eux-mêmes arrêtés. Et ils ont parlé. Et ils ont parlé. Alors évidemment, on va dire qu'ils ont parlé dans des conditions qui ne sont pas celles du droit français, puisqu'ils sont incontestablement retenus, pour ne pas dire détenus. Ils ont été filmés, tout ça, ça a été envoyé sur les médias, et ça a été filmé. Et alors, qu'est-ce qu'ils racontent, ces 2 dirigeants? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que... Des services secrets turcs. Ils ont apporté des éléments qu'on avait déjà, mais qui leur donnaient plus de sens.
Par exemple, on ne comprenait pas l'ordre de mission. Et on ne comprenait pas l'ordre de mission, c'est-à-dire on ne comprenait pas comment il s'articulait avec la hiérarchie du mythe. Et eux, en identifiant les 3 signatures de cet ordre de mission dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui donnent à Gunet les instructions pour passer à l'acte, ils ont indiqué que ces décisions-là ne pouvaient venir que du président de la Erdogan, que c'était lui qui prenait des décisions d'opération homo, comme on dit dans le jargon des services français. Et, et, et donc ils ont donné toute une série de précisions sur le cheminement de cette décision, qui met en cause directement le sommet du pouvoir turc. Donc ça rejoint l'analyse du parquet dans son réquisitoire pris 3 ans ou 4 ans avant, qui montre les liens entre la Turquie et ses assassinats. Alors c'est très important, notons-le, car au début de l'instruction, il y avait le doute de savoir si on savait que c'était le mythe, vraisemblablement c'était les services secrets turcs, mais ce qu'on ne savait pas, c'est si c'était Erdogan qui avait directement donné l'instruction, ou si c'était à l'intérieur de ce qu'on appelle l'État profond en Turquie, la volonté de déstabiliser le pouvoir en place à l'époque et les tentatives de négociation de paix qui étaient en cours alors. Et aujourd'hui, vous nous dites que des éléments nouveaux donc, sont apparus qui mettent directement en cause Erdogan. Qui mettent directement en cause Erdogan et qui montrent que dans un discours qu'il a fait en Turquie au moment des élections municipales, il a reconnu directement le rôle des services turcs. Il l'a évidemment imputé à son adversaire, qui serait celui qui aurait organisé le coup d'État. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce discours, dans lequel il dit « je veux ramener la paix, je veux que les familles cessent de pleurer », etc., donc c'est la période où il est encore théoriquement dans une discussion avec les Kurdes, il dit « mais je sais très bien qui essaye de saboter, je sais très bien d'où vient le sabotage, ce sont des services qui essayent d'empêcher que je réalise la paix. » Donc à la fois, vous avez une reconnaissance à travers les documents objectifs qu'on a accumulés dans le dossier avant et après d'ailleurs, vous avez une reconnaissance du rôle des services et vous avez en même temps, de la part d'Erdogan, la reconnaissance qu'en effet, lui sait que ce sont des saboteurs qui, de l'intérieur de la Turquie, empêchent cette possibilité de paix qui était à l'époque en cours. Alors, quelles sont aujourd'hui les perspectives? Vous avez réussi à obtenir la réouverture de l'enquête par un juge antiterroriste le 12 mai dernier. Quelles sont les perspectives donc, à moyen terme et à court terme? Alors, les choses sont un peu compliquées parce que, comment dire, le rôle des Occidentaux auprès des Kurdes, dans ce que les Kurdes appellent le Rojava, c'est-à-dire la Syrie avec une dominante de population kurde, a certainement rendu les relations très compliquées avec la Turquie, comme on le voit. D'autant que, avec leur habituel courage fuyant, les Occidentaux se sont empressés de quitter le Rojava et de laisser les Kurdes se confronter tout seuls à l'armée turque qui envahit la Syrie dans le nord. Donc ça, je pense que les relations sont extrêmement compliquées, et on le voit tous les jours, et il y a en permanence des contradictions qui surgissent. Au demeurant, juste après l'assassinat, on a déjà vu ces contradictions à l'œuvre. Ce
je voudrais dire ici que nous, on a eu des documents qui nous sont parvenus par des réseaux turcs et qui sont tout à fait impressionnants. Par exemple, Valls, Premier ministre à l'époque, je crois, ou ministre de l'Intérieur, je ne sais plus, évidemment vient sur place au moment d'un tel assassinat. Et il dit, c'est une exécution, il dit quelque chose comme ça, enfin ça ressemble à une exécution, ce qui était tout à fait juste. Et il dit, on mettra tous les moyens qu'il faut pour que la vérité soit manifeste. 3 jours après, ou 8 jours après, il est reçu à l'ambassade de Turquie à Paris. Il faut comprendre que l'ambassade de Turquie à Paris est dirigée par un ancien responsable du MIT, qui a eu un très gros poste au MIT. Et là, il dit exactement le contraire. Il dit, vous inquiétez pas, on continuera pour chasser les Kurdes. Et il se trouve que nous, on a reçu, par des biais détournés, vous savez comment c'est un peu le canard enchaîné qui reçoit tout à coup la feuille d'impôt du patron de Peugeot. Ben voilà, par les mêmes biais détournés, on reçoit un beau jour un document qui est turc et qui relate la discussion de Valls avec l'ambassadeur. Donc voilà, je veux dire, dès le départ, on a ces deux jeux qui se font en même temps et qui sont, de mon point de vue, tout à fait abjects, dès lors que les gens qui ont été assassinés, les femmes qui ont été assassinées, outre leur rôle, étaient toutes des personnes qui étaient en situation tout à fait régulière en Europe. Pour certaines en Allemagne, pour d'autres en France. Je veux dire, on ne doit donc aucune protection à ceux qui ont régulièrement obtenu un titre de séjour dans les pays européens. C'est une conception qui n'est pas la nôtre. Donc on a eu ça depuis le début, cette espèce de double langage, double jeu. On a avec le juge d'instruction, qui a été désigné, comme vous le disiez, il y a peu, avec un réquisitoire introductif du parquet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un réquisitoire du procureur de la République de Paris rouvrant ce dossier pour les faits d'assassinat, visant tous les X dont on avait parlé tout à l'heure, qui sont les éventuels complices, les éventuels co-auteurs, etc. Donc on a tout ça qui est en route. Le juge d'instruction, alors, bon, le coronavirus a du bon pour les services turcs, manifestement. Le coronavirus a entraîné, comme vous le savez aussi bien que moi, la suspension de beaucoup d'activités, et notamment l'activité judiciaire a été suspendue au moment où les familles étaient convoquées, donc on a dû reporter, on a dû ensuite eu un autre problème avec un deuxième confinement partiel, mais qui posait des problèmes de transport pour ceux qui venaient d'Allemagne, etc. Bon. Donc, le juge d'instruction a tous ces éléments en main, mais c'est vrai que pour l'instant, ça n'est pas facile pour lui d'avancer parce que il se trouve dans une situation où il doit faire confiance à des policiers qui, pour certains d'entre eux, je parle des corps, je ne parle pas des individus, pour certains d'entre eux ont une conception assez éloignée de l'intérêt des Kurdes. L'intérêt des Kurdes qui, quand même, je le rappelle, sont plusieurs millions en Europe et qui par conséquent, sont une population qui nécessite qu'on la prenne en considération. Donc il a pour l'instant pas pu faire tout ce qu'il voulait faire à cause des suspensions des activités judiciaires. Et par contre, il a le dossier, il a les éléments, et il est demandeur de choses qui nous permettraient d'avancer tous. En conclusion, on peut dire que 8 ans après les faits, l'assassinat des 3 femmes, le combat continue pour la vérité. L'affaire n'est pas enterrée, c'est un fait notable. Une instruction est toujours en cours. Vous avez bon espoir pour qu'elle aboutisse un jour ? Je pense que ça va dépendre beaucoup de toute une série de relations internationales que je ne mesure pas.
ou en tout cas sur lesquels on n'a pas nécessairement beaucoup de poids. Mais contrairement à d'autres affaires qui, comme celle de Bernard Barca, durent depuis 64, on a en 8 ans fait beaucoup plus de progrès qu'en 50 ans, en plus de 50 ans. Que celle de Curiel, qui s'est terminée par un non-lieu de 78, ainsi de suite. Enfin, je ne l'ai pas, elle est meilleure. Et ça, je pense que c'est la grosse différence. La grosse différence qui justifie qu'on s'attache à cette affaire et qu'on ne lâche pas. On a, d'une part, une information qui a désigné l'État assassin, et ça, c'est quand même extraordinaire, une instruction. On a, d'autre part, une réouverture d'une deuxième information, une deuxième instruction, pour que les autres auteurs possibles, les complices, soient examinés. Je veux dire, en 8 ans, on a fait plus de progrès qu'en 50 ans dans toutes les affaires. Merci beaucoup, Antoine Comte, et on continuera à suivre tout ça de près. J'espère bien. À bientôt. À bientôt.